quand t'es pauvre, t'es con, quand t'es riche, t'es con, et ben si quand t'es pas connu, t'es malheureux, quand t'es connu, t'es toujours malheureux, tu vois, ça change pas la personne. Je veux dire, peut-être qu'à l'instant donné, t'as l'impression que ça te génère du bonheur ou ça te sert à quelque chose, mais après, avec le temps, c'est pas ça, tu vois. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous aujourd'hui avec Alex et PJ. Salut les amis, comment est-ce que vous allez? Vous êtes en forme? Tout va bien. Salut Enzo. Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un épisode de sous-côté, sur-côté. Vous savez, ce jeu qu'on adore faire sur la chaîne, sur lequel on va, pour le coup, poser des questions à nos invités et avoir leur avis sur des sujets polémiques, sur des sujets de société. Et on va savoir un petit peu bien tout ce qu'ils pensent. J'espère que vous êtes sur-côté, sous-côté. C'est ça. Aïe aïe aïe, ça commence, ça attaque direct. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes hyper chaud. Bien évidemment, si cette vidéo elle vous plaît, laissez un like juste en dessous. Et c'est encore le moment où on fait des cadeaux. Et c'est le début d'année, c'est la fête, etc. Si vous voulez pouvoir rejoindre le Panthéon Business Club, le club numéro 1 en France avec les meilleurs entrepreneurs depuis la Grèce antique, c'est très simple. Vous pouvez gratuitement gagner un accès. Il vous suffit de laisser un like, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre dans les commentaires juste en dessous Alex Army ou Team PJ en fonction de vos préférences. On n'est pas là bien évidemment pour foutre la merde, pas du tout, c'est pas l'objectif. Mais sachez que s'il y a plus d'Alex Army ou plus de Team PJ, je ferai quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais on va vous donner la voix, on va vous donner de la force. Je suis un fou. Du coup, j'attends dans les commentaires, dites-nous si vous êtes plus Alex Army, Team PJ, dites-nous dans les commentaires. Et du coup, si vous vous abonnez, que vous laissez un like et vous laissez un commentaire, vous avez la chance de pouvoir être tiré au sort pour gagner un accès au PBC. Et ça, croyez-moi, ça vaut le détour, ça vaut le coup. Donc, merci et laissez un commentaire juste en dessous. Les amis, du coup, vous connaissez le concept du sur-côté, sous-côté. Vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu? Oui. Je vous rappelle les règles rapidement quand même. Je vous donne un sujet, d'accord? Chacun votre tour, vous allez me dire, est-ce que pour vous, c'est surcoté, c'est-à-dire que c'est surévalué, c'est trop vu et finalement ce que ça vaut moins que ce que la masse en pense. Ou l'inverse, c'est sous-coté et vraiment il faut s'y intéresser parce que ça vaut le coup et parce que c'est hyper intéressant. Ok? Très simple. Vas-y. Le public, les gens avec nous connectés, vous avez compris le concept, vous êtes chaud. Vous pouvez également participer en nous disant juste en dessous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est sous-coté, surcoté? Premier sujet, du coup, sous-coté, surcoté. PJ, tu vas commencer. La méditation. Sur moi. Sous-côté. C'est sous-côté. Pourquoi? Est-ce que tu pratiques, tu médites? Pas dans le sens que t'entends, c'est-à-dire allongé, tu vois, pendant 1 heure dans une pièce noire et tout. Mais ouais, je pense que la méditation au sens large, c'est sous-côté. Je pense que c'est un mélange de préparation mentale et de recentration sur soi-même. Et je pense que ça, c'est sous-côté dans les sports de haut niveau. C'est sous-côté pour les gens business, tu sais, il y a aussi la cohérence cardiaque, par exemple. Pour moi, je mets un peu tout ça dans le thème méditation. Tu sais, c'est de rebaser un peu son rythme cardiaque, sa respiration sur ce rythme cardiaque, savoir ralentir un petit peu le rythme cardiaque. Bref, je pense que ça permettrait d'éviter du stress. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a peu de gens qui l'utilisent parce qu'en fait, on a encore une mauvaise image du côté méditation, yoga. Enfin, pas une mauvaise image, mais ça fait un peu tout de suite. Il faut être soit professionnel, mais sinon les autres, ils y touchent pas. Alors, je pense que justement, tout le monde devrait en faire un petit peu, comme le sport. Sous-côté, qu'est-ce que tu en penses? Très sous-côté pour à peu près les mêmes raisons qu'il a dit PJ. Mais je pense vraiment que le psychique, l'état d'esprit, le mindset entre énormément en jeu et que à travers la méditation, je pense qu'on peut avoir on peut changer même comment dire. Je pense que la méditation, elle peut avoir des effets même sur le physique. C'est-à-dire le physique, ce qui est réel, ce qui est physique, sur ta santé, sur les maladies, sur plein de choses. Je pense que méditer, ça a beaucoup plus de bienfaits que même ceux qui sont connus. Sujet suivant, le YouTube game français. Sous-côté ou surcoté? On veut de la polémique. On veut foutre le bordel. Je pense que ça a été longtemps sous-coté et que maintenant c'est coté à sa juste valeur. Je dirais pas surcoté non plus, parce que je dirais que la télé est surcotée. Je dirais que YouTube, c'est à peu près équilibré. Je dirais c'est bien coté, ouais. Je dirais c'est ni trop, ni pas assez.
Tu veux dire que c'est suffisamment populaire, qu'il y a suffisamment de visibilité et Ouais, que finalement YouTube c'est a l'impact que suffisamment ça doit avoir. populaire. Exactement. Je trouve que c'est suffisamment populaire, qu'il y a assez de visibilité. Je pense que le problème à terme, ça va être la plateforme YouTube, l'algorithme de YouTube peut-être, tu vois. Parce que tout se politise à un moment donné et tout évolue. Il y a des choses que tu peux plus trouver, il y a des choses que tu vas taper qui vont pas sortir. Enfin bref, ouais, je vais pas rentrer là-dedans, tu vois. Moi, je te parle vraiment en tant que YouTubeur. Après, je pense que les YouTubeurs c'est maintenant. Simple. Tu dis encore 2-3 mots et cette vidéo est déréférencée automatiquement, je pense. Non, mais voilà, dans le sens où je pense que maintenant les gens qui cartonnent sur YouTube, ils ont une vraie influence, ils ont des vrais revenus qui vont avec l'influence qu'ils ont. Pas plus. Peut-être qu'à un moment donné, c'était surcoté dans le sens où il y avait des rémunérations incroyables pour des influenceurs qui étaient sur YouTube, etc. Je pense que ça s'est rééquilibré et pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. PJ, le YouTube Game français. Moi, j'avais un peu la même démarche qu'Alex, la même réflexion. J'aurais dit sous-côté, justement, comme il disait, par rapport à la télé. C'est-à-dire que t'as l'impression un peu que quand un YouTuber va passer à la télé, c'est un peu genre, ah ouais, ça y est, t'as réussi. Alors que, en fait, t'as beaucoup de gens qui font bien plus de vues sur YouTube que d'émissions à la télé, tu vois. Donc, et quand je dis, même en comptant le replay, etc., et comme il disait, qui ont plus d'impact, plus d'influence en étant YouTuber que quelqu'un qui passe à la télé, tu vois, dans une série ou quoi que ce soit. Donc, je trouvais que c'était un peu sous-côté. C'était un petit peu, quand t'allais rencontrer, en fait, des gens un petit peu dans le business, en fait, tu disais que je travaille dans le monde de la télé, c'est tout de suite très classe. Tu dis, je travaille sur YouTube ou je suis créateur sur YouTube ou quoi, voilà. Donc, comme il a dit, je pense pendant longtemps sous-côté, je trouve que ça tend à se rééquilibrer. Moi, j'aurais dit encore un petit peu sous-côté. Pourquoi? Parce que je pense que dans l'avenir, là, ça va vraiment, je veux dire, pour moi, dans 10-15 ans, le monde de la télé aura complètement changé et la vidéo comme ça, la demande, pouvoir consommer ce que tu as envie de regarder, sera l'avenir. Par contre, comme il dit Alex, je pense qu'il y aura aussi des nouvelles plateformes. Je pense que YouTube peut-être va être amené à évoluer et peut-être s'ils le font pas assez vite, il y aura peut-être des nouvelles plateformes, des nouvelles choses, peut-être plus claires pour suivre des sujets un peu spécifiques. Typiquement aussi comme Netflix, comme Amazon Prime, etc. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Sous-côté, sur-côté, PJ, le véganisme. Toi, en plus, qui a pas mal testé, qu'est-ce que tu en penses? Alors, la pratique en elle-même sous-côté. Ok. Les bienfaits pour la planète et pour l'organisme sur-côté. Je pense que comme tout, je veux dire, si t'es trop à fond dans un truc, des fois, les gens, ils voient que le bienfait de quelque chose et ils vont mettre un petit peu pas mal de côté négatif. Mais je pense que la pratique en elle-même, quand même, que ce soit pour l'organisme et pour la planète, bien sûr que la démarche est saine et que c'est plutôt bon. Je trouve que c'est sous-côté dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont des réticences par manque de connaissances ou juste qui n'ont pas envie d'essayer. J'aime trop la viande, moi, ce genre de réflexion-là. Donc, je dirais sous-côté. Par contre, voilà, les gens qui sont vraiment véganes, pour eux, c'est un peu surcoté et ils ont un peu l'impression de sauver pas non plus la planète en devenant vegan. Ok, ça ne suffit pas. Il y a les deux. Il y a un côté où il faut se mettre dedans, essayer, explorer. Et en même temps, les gens qui sont dedans auraient tendance à être un petit peu trop peut-être extrémistes et penser que ça change tout, quoi. C'est ça. Moi, j'aimerais bien juste que de plus en plus, on revienne vers une alimentation, on va dire, plus simple, plus basique, peut-être même moins de repas aussi par jour, mais que les gens mangent, en fait, consomment pour pouvoir avoir de l'énergie et être en forme et pas surconsomment de la viande. Arrêter de faire des élevages hyper intensifs, de faire même des œufs de manière vraiment des poules en cage et tout. Enfin, je veux dire, on s'auto-détruit la santé, donc ça, je pense que c'est vraiment bon. Après, le véganisme, bien sûr, c'est aussi une minorité, hein, mais je veux dire, dans les véganes, ceux qui sont vraiment pro et qui vont aller casser les extrémistes qui vont aller casser des boucheries ou quoi, je trouve que c'est con. Vaut mieux peut-être manger qu'une fois par semaine de la viande, mais de la bonne viande. C'est possible que tu as envie de manger du bœuf, peut-être, mais tu vas aller prendre de la qualité. Et si on diminue les consommations, il y aura moins d'élevage, mais du coup, ils seront dans un meilleur élevage. Et surtout, ok, le prix sera peut-être un peu plus cher, mais ça mange qu'une fois par semaine, c'est moins grave. Et je dis ça, il y a entre 70 et 100 ans, c'était le cas. On mangeait de la viande une fois par semaine, c'était exceptionnel. Maintenant, les gens en mangent 2 fois par jour. C'est là où je trouve qu'il y a de l'abus, tu vois. Mi-figue, mi-raisin pour notre ami PJ, comme on dit, du coup. Sans mauvais jeu de mots sur le côté vegan. Alex, sous-côté, sur-côté, le véganisme. Toi qui as vu ton pote manger des graines pendant des mois. Alors déjà, il a jamais été vegan. Il était végétarien et flexitarien, c'est-à-dire un végétarien qui mange un peu de viande. Voilà.
Donc moi aussi, j'ai réduit beaucoup ma consommation de viande. Je suis jamais allé jusqu'à arrêter pendant une très longue période comme PJ l'a fait. Mais j'étais dans à peu près la même démarche pour les mêmes raisons. Parce que déjà, on était des très gros consommateurs de viande rouge notamment, et crue, souvent. Les tartares. Les tartares, c'est votre kiff, vous aussi? C'était. Donc, et puis au fur et à mesure, en plus, en ayant réduit ma consommation de viande, j'en ai aussi moins envie, et ça me fait moins kiffer qu'avant. Le véganisme, pour moi, c'est un peu surcoté dans le sens où pour moi, c'est quand même très contraignant et qui manque beaucoup de saveur au véganisme. Moi, je suis quelqu'un de très gourmand. J'ai grandi dans deux cultures méditerranéennes, tu vois, nord-africain, maghrébin, italien. La cuisine, ça compte beaucoup. On mange beaucoup de viande et je retrouve pas les saveurs avec le côté vegan, que ce soit des produits laitiers, notamment le fromage, très important pour moi, le lait, la viande bien sûr, les œufs j'aime beaucoup, le miel, tout ça c'est des produits dont je me verrais pas me passer. Autant être végétarien, je peux envisager, tu vois, je peux envisager être végétarien, mais vegan, et par contre, non, pour moi, non, tu vois. Par contre, j'admire les gens qui sont véganes par conviction, qui le vivent bien, etc., tu vois. Je trouve ça honorable. Après, est-ce que moi, je vais le faire? Je pense pas être un jour vegan. Végétarien, peut-être. Surcoté pour toi, le véganisme? Voilà. C'est surcoté. C'est validé. C'est validé. Non, c'est validé. Sujet suivant. Qui est intéressant parce que vous en parlez notamment et vous dites que c'est pas ce qui est le plus intéressant dans l'équation. C'est la popularité. Et du coup, là, sur ma slide, il y a Mathis, il a mis la petite coche sur Instagram. C'est intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, avoir la petite coche sur Instagram, c'est devenir une resta. Du coup, dans ces contraintes-là, vous êtes des restas, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de devenir populaire, d'être populaire? Surcoté ou sous-coté? Tout le monde en rêve. Quand on était gosse, tout le monde en rêvait. Qu'en est-il? Je pense pas avoir vraiment rêvé de ça dans ma vie. Alors, peut-être que oui, comme tout petit, t'as envie à un moment donné, peut-être qu'on crie ton nom ou d'être applaudi ou d'être reconnu dans ce que tu fais. Que des femmes te jettent leur soutien-gorge lors d'un concert, par exemple, sur le visage. Voilà, par exemple. Mais en vrai de vrai, pour moi, c'est totalement surcoté. Et sans réel intérêt, tu vois. Nous, si on a travaillé notre image et notre popularité en quelque sorte, c'était pour notre business. Et parce qu'on n'a pas non plus de mal avec ça. Quand je dis surcoté, c'est dire que ça n'apporte rien. Peut-être que ça va t'apporter quelques avantages dans la vie de tous les jours parce qu'on va te reconnaître et que tu vas avoir peut-être un privilège à un moment donné. Mais à part ça, franchement, après nous, on n'y voit même pas on te dit ça alors on n'a même pas le côté négatif de, entre guillemets, la popularité. Parce qu'on n'est pas à un niveau de popularité où tout le monde se retourne sur nous ou alors on nous arrête à tous les coins de rue, tu vois. Déjà, on a une popularité qui est pas si grande que ça, mais en plus, on est coach sportif, on a un certain âge, les gens qui nous suivent, pareil, c'est des gens plutôt, c'est pas des fanboys ou c'est pas des ados complètement hystériques quand ils vont nous voir, c'est des gens tout à fait normaux et ces gens-là, la plupart du temps, quand ils te reconnaissent, soit ils te font un signe de la main, soit ils te disent bonjour, soit ils te disent rien du tout, tu vois. Juste, ils t'ont reconnu, t'as vu qu'ils t'avaient reconnu, mais voilà, ça s'arrête là. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Et dans le sens où c'est surcoté, c'est que, ouais, nous, on voit très bien, pour te faire un petit parallèle. Très Balance les bails. Quand on a lancé notre marque Bodytime Collection, on est parti avec, une vingtaine d'influenceurs. Tous, on leur a payé un voyage de fou à Istanbul, hôtel de luxe et resto et soirée et bateau privé, etc., machin. Et à la fin, c'était pour promouvoir notre marque de vêtements. Donc, il y en a une certaine partie, bien sûr, qui l'ont fait parce que c'était des amis ou des connaissances ou des gens vraiment qui ont voulu donner de la force aussi au projet. Mais la moitié, en fait, ils vont partager si demain Puma, Reebok ou Nike leur offre quelque chose que c'est pas payé, c'est pas rémunéré
on va leur offrir un truc balourd. Mais en fait, ils vont le partager de partout pour dire, ah, je suis sponsor de Nike, je suis quelqu'un, machin. Alors que nous, qui leur offrons un voyage, les sapes, le trajet, tout ça, il faut les pousser pour qu'ils partagent, etc. Au tout début, en tout cas, c'était ça. C'est juste pour te dire, en fait, les gens, ils veulent la fame. Et je suis persuadé que il y a plus de gens qui aspirent à être connus que de gens qui aspirent à être riches. Et je trouve ça incroyablement. Ou à être heureux, même. Ou être heureux. Mais alors là, c'est encore pire. Ouais. Tu vois, on a un ami, donc, qui s'appelle Patrick Pellonero, un des cofondateurs d'Otakos, il avait mis, j'étais choqué, il avait mis un QCM sur son Insta avec tu préfères, tu peux avoir tous ces pouvoirs-là. T'avais soit rajeunir de 15 ans, être heureux toute ta vie, avoir 1 million de followers, avoir ci, ça. Mais je voyais les réponses, j'étais choqué. Je veux dire, comment tu peux vouloir autre chose que d'être heureux dans la vie? Enfin, pour moi, c'est quand même la base de tout. Parce que, enfin, je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette réflexion-là parce que t'as plus de problème d'argent? Ou est-ce que tu as toujours eu cette réflexion-là? J'ai toujours eu cette réflexion-là. Mais j'ai jamais cherché à être connu, j'ai jamais voulu être connu. Je pense que PJ, c'est pareil, on n'a jamais voulu être connu. Quand on a cherché à se faire connaître, c'était pour un but précis. Et c'était pour montrer de quoi on était capable, notre produit, et puis que on arrivait sur une plateforme où c'est l'image, c'est la vidéo. Donc voilà, il faut qu'on te reconnaisse. Tu vois, pour moi, c'est un peu la différence entre deux célébrités. Aujourd'hui, tu me dis, je te donne 1 million d'abonnés fidèles et 1 million d'euros, je prends 1 million d'abonnés. Ouais, parce que tu sais que tu vas pouvoir en faire de l'argent, t'es malin. Oui, voilà. Mais les gens, ils prennent des abonnés pour les abonnés. Ils prennent des abonnés pour dire, j'ai tant d'abonnés, on me connaît, tant de personnes même, en quelque sorte, tu vois. Ouais, je comprends. PJ, tu voulais dire? Tu vois, c'est la différence, j'allais dire, c'est la différence, par exemple, si tu prends des influenceurs, entre Nabila, que tout le monde connaît, qui, ok, elle a pris de l'influence, mais elle a été très maline, elle a développé des marques, elle sait très bien gérer son image, et je veux dire, maintenant, elle a une image de businesswoman, elle a su très bien gérer son truc, elle et son mari. Et t'en as d'autres, franchement, je connais pas assez, mais qui ont disparu un petit peu, parce qu'en fait, ils étaient là pour être connus, pour faire, par exemple, de la télé-réalité, pour être connus, pour être suivis, mais pas d'essence derrière, il y avait rien derrière, et surtout, ils étaient pas heureux de base. Et ben, ils se sont retrouvés, en fait, je veux dire, c'est comme l'argent, je veux dire, si quand t'es pauvre, t'es con, quand t'es riche, t'es con, et ben, si quand t'es pas connu, t'es malheureux, quand t'es connu, t'es toujours malheureux, tu vois, ça change pas la personne. Je veux dire, peut-être qu'à l'instant donné, t'as l'impression que ça te génère du bonheur ou ça te sert à quelque chose, mais après, avec le temps, c'est pas ça, tu vois. Et donc, selon toi, la popularité, c'est surcoté ou sous-coté? Je pense que c'est surcoté, ouais. Comme il a dit Alex, après, pas quelqu'un qui veut être connu, pas quelqu'un qui veut créer une communauté pour monter un business et qui va se dire, OK, ma communauté, elle va me servir. Tu vois, je te donne l'exemple de Nabila qui a converti sa popularité en business. C'est différent. Mais par contre, juste être connu pour être connu, ouais, c'est surcoté, ça. Hein. Et regarde les grandes stars internationales ou quoi, je veux dire, souvent, elles le disent, c'est chiant. Un mec qui veut être acteur, qui kiffe l'acting, un Leonardo DiCaprio ou quoi, je veux dire, tu sens, il aime jouer. Il le faisait même quand il n'était pas connu, il faisait ça tous les jours. Et bah, le fait d'être connu, je pense, et de gagner plus d'argent, bien sûr que c'est un point positif, mais je pense qu'au quotidien, ne pas pouvoir aller en vacances sans avoir un paparazzi qui est là, ah, regardez, Leonardo DiCaprio sur son jet ski, ah, regardez, qui mange une glace, enfin, tu vois. Je pense que ça, c'est un point négatif. Et que s'il pouvait enlever tout ça de la popularité, il l'enlèverait tout en faisant toujours son métier. Lui, c'est une passion qui engendre une popularité. C'est pas, il veut être connu pour être connu, tu vois. Un truc un peu plus léger, du coup. Les mangas deviennent de plus en plus famous auprès des jeunes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Les mangas côté, surcoté, sous-coté? Surcoté. Vous regardez pas? On regarde pas, donc pour nous, c'est surcoté. Sans déconner. Ouais, je connais pas. On va pas être d'accord. Non, en fait, on regarde pas. Enfin, j'ai jamais regardé, moi, donc. Trop fort, même quand t'es gosse. Dragon Ball. Même quand j'étais gosse. Hein. Moi, très peu Dragon Ball Z. Même très peu, je veux dire. Je connais, de nom. Tu vois, Olivier Tom, tout ça, Club Dorothée, mais j'ai pas regardé, moi. J'ai pas suivi. Déjà, je regardais très peu la télé, je crois. Club Dorothée, les mangas. Si, ça commence là-dedans. Il connaît les bails, il sait. Il y avait des trucs sanglants et tout, hein.
Non, ouais, moi, mais je Ken regardais. Larson, c'était le pire qui passait sur Ken le TF1. survivant. En tout cas, moi, enfant, je regardais un peu quand même Dragon Ball Z, même Olive et Tom et tout, mais je regardais un dessin animé pour regarder un dessin animé. C'est pas quelque chose qui après m'a suivi. Je veux dire, je me souviens pas. Tu vois, j'avais 7, 8 ans. Et à 15 ans, je me suis jamais pris pour un Dragon Ball Z, transformation, boule de feu. Enfin, c'est pas moi, c'est pas un milieu qui m'a fait accrocher. Pour moi, c'est un milieu enfantin. Après, je critique pas parce que je comprends les gens qui aiment un peu ce milieu enfantin, c'est pas péjoratif. Mais moi, je m'y retrouve pas spécialement. Mais en fait, c'est que nous, on est resté aussi là-dessus. Pour nous, c'est des dessins animés, c'est pour les enfants. Et moi-même, quand j'étais petit, j'ai pas regardé vraiment de dessins animés à part les Disney. Et très vite, je regardais des séries ou des films, tu vois. Mais je sais que, enfin, les mangas, c'est des adultes pour la plupart qui consomment. On a des potes à nous et des fouets d'esbirés et tout. C'est beaucoup des trucs en fait qui vont véhiculer, tu sais, des valeurs, de la combativité d'un mec. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, pour moi, les mangas, c'est les plus belles. Pour moi, le développement personnel, c'est les mangas, les frères. Dans les mangas. Mais tous ceux qui kiffent, en tout cas, ils nous disent la même chose. Hein. Ah, c'est des valeurs de ouf. C'est une vision du monde. C'est une religion. C'est une religion, les mangas. Mais bien évidemment. Et du coup, c'est quoi ton manga préféré? Si un jour, nous, on doit regarder un manga, qui nous prenne pas trop longtemps, qu'est-ce que tu nous conseilles? Qui m'a fait pleurer, One Piece. Mais le problème, c'est qu'il va te prendre une vie, frère, vu que c'est encore en cours et que si on est au 700e épisode ou je sais pas quoi. Mais un manga comme One Piece. Et en gros, mais je vois, c'est le petit garçon là. C'est qu'un chapeau de paille. Et en gros, c'est le mec qui a un rêve. C'est des pirates, non? Qui a un rêve, c'est des pirates, exactement. Et il va voguer vers son rêve et il va rallier plein de gens à sa cause. Et il y a un humour qui est hyper débile et en même temps qui est très touchant. Et tu as les valeurs de camaraderie, d'avoir qu'une parole, de compter sur les autres, de respect, d'amour, d'amour fraternel. C'est hyper fort. Enfin, j'ai pleuré, frère. Tu me verrais pleurer devant un manga, c'est des barres. Tu es tout seul dans ta chambre et ça te suit parce que tu as grandi aussi avec ces trucs-là, parce que ça commence à durer sur des années. Après, il y en a plein d'autres, mais effectivement, le manga de boxe, par exemple, qui est un des mangas favoris de Fouad Esbiri, Hajime no Ippo, frère, moi j'étais devant, j'étais là, en train de faire des pompes, frère, en train de mettre des droites comme ça, je me chauffais et tout. Et pareil, c'est la transformation d'un gamin qui veut devenir champion, etc., et qui devient champion. Enfin, bref, on va pas débattre, mais effectivement, surcoté. En tout cas, on a senti que pour toi, c'était pas surcoté. Alors, je regarde beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins le temps, etc. J'ai essayé de regarder quelques épisodes et finalement, je me remets jamais parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Vous connaissez les bails, mais ouais, l'éducation des gamins et les valeurs véhiculées par les mangas valent beaucoup plus que énormément de navets, séries, films très mauvais qui sont sortis. Et qui sortent encore aujourd'hui. Sujet suivant, la créatine. On arrive dans votre domaine. Surcoté, sous-coté, la créatine, qu'est-ce que vous en pensez? PJ premier. Ah, c'est compliqué alors. Alors, je pense qu'elle a été surcotée pendant longtemps, dans le sens où les gens pensaient que c'était un truc de fou. Ouais. Donc, quand t'allais prendre de la créatine, c'était un truc de fou. Je me rappelle même que moi, quand c'est la limite du dopage à l'époque, non? Ça a été considéré comme dopant. Ouais, on disait que déjà en France pendant un moment ça a été considéré comme dopant et les gens disaient ouah, Zidane depuis qu'il est arrivé à la Juve, donc quand Zidane est parti de la France pour aller jouer à Turin, quand il est parti là-bas, il a explosé. Ça c'est la créatine parce qu'en Italie c'est autorisé. Alors tu te rends bien compte maintenant, nous en ayant étudié ça, qu'en plus ça n'a aucun rapport, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à prendre de la créatine pour jouer au foot. Et que en fait, voilà, dans le sens là, ça a été surcoté pendant longtemps. Et maintenant, je pense que c'est coté normalement, peut-être même un peu sous-coté, parce que j'ai l'impression que qu'on en parle de moins en moins. En tout cas, les gens qui prennent des compléments alimentaires en prennent de moins en moins. Alors que pour moi, ça reste un des fondamentaux des compléments alimentaires. Si tu veux prendre de la masse, prendre de la force et développer ta musculature, quoi. PJ, qu'est-ce que tu en penses? Sous-coté ou surcoté? Non, je trouve qu'il a bien résumé, ouais. Ça a été surcoté longtemps et je trouve que là, c'est plutôt coté à sa juste valeur. Eh ben, très bien. Prenons de la créatine du coup pour faire du muscle, les amis. Les formations en ligne, est-ce que c'est sous-coté ou surcoté? Il y en a de plus en plus de créateurs font des choses, de plus en plus de pédagogues qui donnent des cours à l'université, etc., passent sur la formation en ligne, notamment avec le Covid et tout, ça a été un énorme buzz.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous sortez une formation Donc moi je sortez une dirais formation en ligne à travers le surcoté, PBC? Ce sera disponible dans la surcoté de description. partout, sauf dans le Panthéon Business Club où c'est très très sous-coté. Non, pour de vrai, moi-même, je pense que c'est sous-coté de partout. Bien sûr qu'il y a des mauvaises formations de partout, il y a des bonnes formations de partout, mais je pense vraiment que c'est sous-coté. Je pense que il va y avoir de plus en plus de formations qui vont sortir de, voilà, les gens vont de plus en plus se former en dehors de l'école et puis choisir leur voie eux-mêmes avec les matières, les spécialités qu'ils veulent étudier eux, et en fait ils vont aller se former avec les meilleurs dans leur domaine. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé le Panthéon Business Club, hein, pour que tu viennes choper les formateurs qui t'intéressent dans les domaines qui t'intéressent. Tu sais que tu as accès aux meilleurs, et voilà. Ouais, il faut savoir d'ailleurs qu'avant, effectivement, le buzz de la formation en ligne en France, etc., tu avais des écoles prestigieuses comme Harvard, par exemple, qui ont créé des plateformes sur lesquelles des Indiens peuvent suivre gratuitement les cours en replay des cours à Harvard. Donc la formation en ligne, ça fait quand même je dirais pas 10 ans. Je m'emballerais certainement un petit peu, mais il faudrait regarder quand est-ce que cette plateforme typiquement de Harvard était sortie. Mais ça fait longtemps en tout cas que ça se démocratise de plus en plus. Moi, j'avais des potes qui étaient dans une école privée d'ingénieurs, 6 000 € par an, qui suivait les cours en visio, tu vois? Genre, il était au campus de Lille et il suivait le prof qui était à Paris et il suivait à distance, tu vois? Au final, quelle est la différence entre une formation en ligne et un putain de cours que tu payes, tu vois, d'un mec à l'étranger? Ouais. Donc, au final, effectivement, démocratisation. Comme dans toute démocratisation et dans tout boom, il y a des mauvais et des bons partout. Dans le Ouais, c'est PBC, ça. il y aura que des bons. Sujet suivant, les amis. Sous-coté, sur-coté. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez plusieurs business dans l'e-commerce. Vous avez vu passer, comme tout le monde, les crieurs à la ruée vers l'or. PJ, qu'est-ce que tu penses du dropshipping? Bah, très longtemps sous-coté Puis surcoté. et je pense surcoté maintenant. Alex, qu'est-ce que Je tu en pense penses? que Ouais. J'aurais dit exactement la même chose. Alex, question chaude. Dans Allez, dans la vas-y. mouvance du moment. Surcoté, sous-coté, Zemmour. j'en étais sûr, surcoté. Mais dans quel sens, surcoté ou sous-coté? On le voit Est-ce que trop, tu il est trop de partout. est-ce que tu Oh penses oui, qu'il est mais ultra sous-coté ou surcoté. surcoté? Mais pour moi, il En est ce ultra moment, en surcoté comme campagne tous ceux que tu vois. présidentielle, il fait des Ouais. vidéos, c'est des pages de vente, mon pote, avec un niveau marketing incroyable pour faire pleurer dans Il des te fait un séminaires. clic funnel, le mec. T'es une merde, t'as pas d'argent, vote Zemmour. Tu vas être riche, beau, grand, intelligent. Ouais. Non, mais ultra surcoté, déjà, c'est un personnage que j'aime pas depuis des années. Quand il était chroniqueur, je regardais l'émission là de Ruquier le soir à 22h. Je l'ai toujours trouvé à vomir. En fait, je suis vraiment... J'ai l'impression de toutes ces idées, je suis contre. Par contre, j'ai toujours trouvé qu'il s'exprimait très bien, qu'il était fort en débat, il avait une certaine assurance, il gardait un certain calme toujours, certaine prestance aussi. Voilà, j'apprécie pas du tout ses idées. Après, je pense que c'est quelqu'un de très cultivé et voilà. Hein. Peut-être qu'il y a des trucs qu'il va dire, je dis pas que je pense tout le contraire, mais pratiquement. Hein. S'il y a vraiment Surcoté. quelqu'un de qui je suis très éloigné au niveau de ma Idéologique. vision des idéologies, ouais, c'est lui. Bah, Je trouve que des fois- il a dit qu'il était pas raciste, hein. Ça va. Calme-toi. Redescends un petit peu. Je trouve que des fois son constat est bon. Enfin, moi, de ma vision, je trouve que des fois son constat est bon. Par exemple, je suis très peu, mais on va dire s'il te dit le système éducatif est mauvais, etc., etc. Son constat est bon, mais sa solution, t'as rien à dire. Mais il fume ce pélo, il est fou. Enfin, En fait, tu vois. Et en fait, le problème, c'est comme ils disent qu'il est très intelligent. Il sait enfin, c'est quelqu'un qui est très bon dans les débats. Il sait manipuler. C'est-à-dire qu'il sait que s'il dit telle chose, ça va être interprété comme ça et ça va générer ça. Et c'est pour ça qu'il monte aussi dans les sondages. C'est vraiment quelqu'un de malin. Il sait rallier un peu les gens. Et je pense que c'est là où il en devient dangereux. Parce que ça reste quelqu'un qui a quand même des idées sombres. En fait, c'est trop facile quand les gens sont tristes ou quand les gens ont l'impression d'avoir un pouvoir d'achat qui baisse. C'est trop facile de dire c'est la faute de eux.
Et tout le monde va se dire, ah ouais, il a sûrement raison, parce que c'est vrai que j'ai moins de pouvoir d'achat qu'avant, et boum, on a trouvé un coupable. Je veux dire, demain, ça commence à être la merde dans le monde entier, on va nous sortir les extraterrestres, tout le monde sera frère, tout le monde va vouloir aller tuer des extraterrestres. C'est trop facile d'avoir un ennemi commun et de rassembler les gens. Et je trouve que l'extrême droite, d'une manière générale, Zemmour, tout ça, ils l'ont bien compris, sûrement. Et peut-être que dans le fond, en tout cas peut-être, sûrement, je sais pas, mais que dans le fond, ils soient pas vraiment racistes. Mais il a compris qu'en allant là-dedans, il rassemblait une partie de la France et qu'il dit que peut-être je peux devenir président. Et ces gens-là, ils ont de l'oseille. Oui, c'est le pouvoir qu'ils veulent. Et puis, je veux dire, il y a 5, 6, allez, je suis gentil quand je dis 5 ou 6 personnalités publiques qui passent tout le temps à la télé. Tu sais très bien que personne d'autre que eux, il suffit que tu mets toujours ces têtes-là. Tu les mets toujours dans les sondages. À un moment donné, les gens, ils vont pas aller voter pour un mec qui voit jamais à la télé, qui peut jamais s'exprimer. C'est vrai. Et puis, Zemmour, il est là surtout pour être... Quoi. Ah bah non, pas mais lui, non, pas de chance pour lui, malheureusement. Et en fait, Zemmour, il est juste là pour faire l'opposition. Zemmour, c'est pour qu'il y ait une opposition forte et que Macron soit réélu. En tout cas, pour moi, c'est ça. À 1000%. Donc tu penses que finalement, il gagnera pas et que c'est juste pour créer un bon candidat face à Macron, quoi? Je pense, ouais. Le seul point positif. Quoi qu'il arrive, ouais. Excuse, non, mais après, attention, c'est très dur, je prends des pincettes, mais le seul avantage qu'un mec comme ça il passe, c'est que ça ferait peut-être une révolution, peut-être qu'on crée une nouvelle constitution, peut-être qu'il y aurait un retournement. Alors attention, c'est hyper dangereux parce qu'il y aurait sûrement aussi des morts et tout, donc c'est pas ce que je souhaite. Mais je me dis, à un moment donné, on s'est embourbé dans un tel merdier, dans un pays où il y a tellement d'inégalités, et je parle pas, c'est pas prendre aux riches pour donner aux pauvres. Laisse aux riches, mais donne plus aux pauvres. Je veux dire, il y en a peu qui se gavent vraiment. Il y a un vrai problème, je trouve, au niveau de la politique. Après, nous, on suit tout ça de très loin. Tu vois, on n'aime pas trop en parler. Enfin, on n'aime pas donner notre avis spécialement là-dessus, mais je me dis que peut-être des fois, ça ferait du bien un peu de remuer la merde. On aime bien donner notre avis quand on est expert, et c'est pas un domaine dans lequel on est là. Vraiment, on répond parce que tu nous poses les questions et on te dit... Oui, c'est le jeu de l'exercice, hein. Voilà, c'est l'exercice. On te dit vraiment ce qu'on pense là. Peut-être même qu'on se rendrait compte que sur certains points, on a eu tort de dire ça ou ça. Mais voilà, au moins, on te dit comment on le pense. Parfait. Bon, on aurait eu un peu le temps, mais là, ça fait déjà trop longtemps. On aurait creusé un peu le sujet rien que pour vous faire chier, mais du coup, on avance. Vivre en France par rapport à l'expatriation. Sous-côté ou sur-côté? Vivre en France ou partir à l'étranger? Surcoté sur certaines choses, comme avoir l'impression un peu que la France c'est mieux pour plein de choses. Enfin voilà, en France on a tout, on est ci, on est ça, alors qu'au final quand tu vas à l'étranger par exemple, tu te dis bon, finalement, tu sais, je vais te donner un exemple parce que je pense que je suis pas très clair, mais moi j'avais toujours cette vision un peu, si tu vas en Thaïlande, la sécurité, ouais, la santé surtout. Si tu vas en Thaïlande, attention, la santé c'est pourri. Si tu vas aux États-Unis, tout coûte cher et tout. C'est vrai qu'ils ont un système de santé qui est complètement différent du nôtre. Est-ce que ça nous donne la possibilité, enfin le sentiment en tout cas, d'avoir un meilleur système de santé? Je suis pas sûr. Quand le Covid il est arrivé, je sais pas si vous vous souvenez, en Italie, en France, on était très imbus de notre personne à dire ouais mais c'est les Italiens, ils ont un système de santé pourri. 3 semaines après, on a eu les mêmes problèmes, saturation au niveau de la réa, on ferme toujours des lits en réa. Bref, c'est encore un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ça continue, hein, plein Covid, hein, à diminuer les lits en réanimation. Donc, tu vois, je trouve que voilà, il y a des choses comme ça où en France, on a tendance un peu. En fait, je pense qu'on a été une grande puissance, on a été un grand pays, et on dort un peu là-dessus. Après, sous-côté aussi, c'est que malgré tout, on a plein de belles choses en France, plein de beaux paysages, il y a plein de trucs sous-côté où les gens veulent absolument être en Colombie ou à Punta Cana pour aller vivre, pour profiter de la plage. Que l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Non, mais par exemple, je peux comprendre. En fait, t'as des envies d'ailleurs, t'as des envies de voyager et tout, mais de temps en temps, tu te rends compte, il y a aussi des très belles choses en France. Les gens veulent toujours partir en vacances à l'étranger. Finalement, des fois, tu te rends compte, partir en France, c'est très bien aussi. On va toujours dire, ouais, c'est mieux aux États-Unis, ils ont ci, ça. Ouais, mais ils ont aussi des choses moins bien. Je trouve qu'il faut toujours remettre en perspective. Donc, sur certains points, je pense qu'on a tendance à être trop prétentieux en France, et sur d'autres, je pense qu'on a tendance aussi à trop cracher dessus, à dire, ouais, en France, il y a que des cons, il y a que si, tu vois. Et s'il faut trancher, sous-côté ou sur-côté? Putain, c'est dur. Ah, je dirais sous-côté. Oh, en fait, en France, les gens... Je pense qu'il va voter Zemmour, PJ. Je trouve que en France, les gens critiquent énormément la France et veulent toujours partir. Et quand tu es en vacances et que tu es dans un pays étranger, les gens sont hyper fiers de dire que je suis français. Quand tu es à Miami ou quoi, tu rencontres des gens, ils disent c'est quoi, je suis français.
Ils sont hyper fiers. Mais comme beaucoup de pays, les Suisses sont fiers d'être Suisses, les Belges sont, enfin, tu vois, ce qui est normal, si tu veux. Mais je trouve qu'en France, demain, mais c'est à cause justement de l'extrême droite et tout, mais tu mets un drapeau de la France sur ton balcon, tu passes pour un extrémiste, c'est hyper grave. T'as le droit d'être fier d'être français. Mais ils ont réussi à nous Bien détourner de ça. T'es aux États-Unis, t'as un drapeau américain, les gens ils disent t'es un patriote, c'est la classe. Nous, on fait ça, on te dit t'es de l'extrême droite. Non, je suis fier d'être français, mais être français, c'est pas une question de race, c'est une question, tu sais, de pays, tu vois, c'est différent. Complètement. Donc, sous-côté pour notre ami Pej. Alex. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un Français porter une chaîne avec l'hexagone autour? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Plus, pourtant tu ça me dis se fait, ça, frère. tu mets la J'ai la botte de botte l'Italie. J'ai la botte de l'Italie qui est Voilà. juste là. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Et ben voilà, faut lancer un business, les frérots, là, avec des petites cartes de la France. Qu'est-ce que t'en penses? En plus, c'est un sujet, on le sait. En ce moment, t'en as parlé un petit peu. T'as ébruité quelques idées Non, d'envie mais de déménagement, de nouveautés. Ouais. Alors, je suis assez d'accord avec Pej sur le fait que les gens, ils aiment bien cracher sur la France, mais à l'étranger, tout le monde est fier d'être français, dire qu'il vient de France, on a ci, on a ça. Après, la vie en France, ce que j'aime, moi, c'est la nourriture, la culture, ce qu'on a à faire. En France, tu peux aller à la mer, tu peux aller dans des lacs, à la montagne, faire du ski. T'as un peu tous les paysages possibles. T'as aussi, tu peux aller en Corse ou dans le sud de la France, c'est tempéré toute l'année, alors qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus frais, tu vois, dans le nord. Voilà, la France, c'est quand même un pays très riche en termes d'histoire et de culture. C'est un pays, tu vois, je veux dire, la France, tu sais, ça, je sais plus combien d'années la France en tant que telle, mais c'est énorme, tu vois. Que je veux dire que le peuple français qui se trouve dans l'Hexagone se considère comme un peuple, un seul peuple uni, tu vois. Unifié. Comparé par exemple à l'Italie. Moi, je suis italien aussi, tu vois. Comparé à l'Italie, qui est un pays récent à côté de la France, tu vois. Donc c'est vraiment un pays très riche en termes de tout ce qu'on peut y retrouver, de culture, culinaire, etc. J'ai un peu de mal avec la mentalité, mais ça veut pas dire que c'est toujours mieux ailleurs. Mais j'ai trouvé que dans certains pays, je m'y retrouvais mieux là avec la mentalité des gens. Donc, allez, pour pas dire tout le temps la même chose, moi je te dirais quand même la France c'est un peu surcoté en ce moment, et parce que j'ai envie de partir aussi. Ok. Après, je pense que l'expatriation aussi est surcotée dans certains endroits, tu vois, où les gens idéalisent le truc. Oh, là-bas, c'est magnifique, et Dubaï, et la Thaïlande, et l'île Maurice, et machin. Je pense que quand tu es vraiment, tu pourrais nous en parler, hein, mais tu vois aussi, bien sûr, les limites de s'expatrier, et les trucs que tu retrouves pas. Je sais pas, moi, très simplement, demain, toi, toi qui aimes bien le fromage, frérot, tu veux te faire une raclette. Ben voilà, toi, tu vas te faire une raclette demain à Punta Cana, en République Dominicaine, tu peux pas. Bah déjà, tu fais pas de raclette en terrasse parce que tu vas transpirer, mon pote, comme jamais. Ouais, mais en fait, c'est ça. Je trouve que la personne qui s'expatrie, mais en ayant réfléchi, en ayant conscience de ce qu'elle va gagner, mais potentiellement aussi ce qu'elle va perdre. L'exemple qui dit Alex, c'est tout con, mais j'ai l'impression, en fait, il y avait beaucoup de gens, et c'est là où je suis d'accord aussi que des fois, l'expatriation, ça va être surcoté. C'est ça. Non, c'est une décision que tu prends. Mais comme rester en France, tu vois, je trouve que, ouais, comme il disait, ça peut être surcoté sur certains trucs, sous-coté, moi, un peu l'image que des fois les Français ont de la France, à dire, tu sais, c'est de la merde, c'est de la merde. Je trouve qu'il faut avoir conscience du bien, du moins bien, un peu de chaque endroit. Il n'y a pas un endroit où tu vas arriver et tu vas dire, ici, tout est parfait, je suis d'accord avec le gouvernement, je suis d'accord avec tout ce qu'il fait, et les gens, ils sont géniaux. T'as toujours un truc, je veux dire, qui sera différent. Il faut soit t'adapter, soit, voilà, juste t'apprécies pas une chose, mais c'est comme ça. Et c'est une réalité, les amis, pour avoir testé plein de pays. Tout le monde a toujours une espèce d'idéalisation, comme quand tu es en couple pour la première fois avec une nana, c'est la lune de miel. Et puis quelques mois plus tard, tu ne vois plus que les côtés négatifs d'être dans le pays. Voilà. Mais effectivement, il y a jamais de pays parfait. Mais je pense qu'on finit toujours par trouver
un endroit qui nous plaît. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en France après plusieurs années d'expatriation. Ça sera certainement pas mon cas, sauf opportunité ou sauf on verra. Dans tous les cas, l'avenir nous le dira. Sauf Bah, déjà, je vais me rapprocher de révolution, l'Europe. gros changement fiscal. Voilà, c'est ça, une opportunité, des portes ouvertes, un coût du travail qui baisse, employer des gens, ça coûte beaucoup moins cher. Moi, je rentre. Ça c'est autre chose. Moi, je parlais pas de tout ce qui est fiscalité et tout, c'est autre chose. Non, parce que là, c'est très surcoté sinon la France. L'expatriation pour échapper un peu à de la fiscalité et tout, je peux comprendre. Ce qui compte, c'est que chacun travaille aussi pour lui-même, pour sa famille, et que des fois, quand tu te fais saigner, bah, t'as envie aussi d'envisager autre chose, parce que comme je dis, tu penses à la France, mais tu penses avant tout à tes proches à toi. Ouais, il y a des chiffres qui sont assez ouf en fait, et c'est là où c'est vraiment surcoté. C'est il y a certains pays en faisant tout clean, tout carré et tout machin, tu t'enrichis 2 à 3 fois plus vite que si tu étais en France. Bien Le sûr, même bien job, sûr. le même temps passé, le même travail, etc. Ouais, Donc bien à un sûr, moment bien sûr. donné, bon, Bah, est-ce je que pense ça pas qu'il y ait vaut, vraiment, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays plus, enfin, beaucoup de pays moins intéressants que la France fiscalement. Ouais, c'est ça, ouais, parce que grosso modo, c'est un des pays les plus chers du monde. Pour terminer, les amis, notre ami sous-côté, parce qu'on était à 20 minutes, on est déjà à 50 minutes de tournage. Sous-côté, sur-côté, les NFT. Et bien Sous-côté. évidemment, je vous le rappelle, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner votre propre NFT, les amis, et rejoindre le club numéro 1 avec les meilleurs entrepreneurs du monde. Du monde. On n'est plus dans on De est français. du monde maintenant. Parce que de toute façon, la France est tellement grand, on est tellement un beau pays sous-côté, hein, comme a dit PJ, que du monde, de la grecque antique à aujourd'hui, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs conseils, le réseau dont vous avez besoin pour développer votre empire et faire exploser votre business. C'est dans le PBC pour le gagner gratuitement. Comme ça, c'est gâteau, on vous l'offre. Un like, abonnez-vous à cette chaîne et mettez en commentaire Alex, Army ou Team PJ. En fonction de s'il y a plus ou moins d'Alex, on verra ce qu'on fait. Mais voilà, vous participez, tirage au sort aura lieu dans quelques jours. Et du coup, Alex, PJ, sous-côté, sur-côté, qu'est-ce que vous en pensez des NFT? Bah, sous-côté, c'est l'avenir. Donc, à l'heure actuelle, c'est énormément sous-côté. Ouais. Je pense peut-être que les NFT, je pense que les NFT qui sont purement artistiques sont peut-être surcotés là dans ce laps de temps, mais je pense On est qu'il y dans a une des, bulle des- en ce des- moment où on tourne cette vidéo. on est dans une bulle, ouais. Mais je pense que les NFT utiles comme celui qu'on a créé, c'est vraiment sous-coté et c'est que le début. Tout est surcoté sauf le PBC, en fait. C'est un peu ça qu'il faut retenir. PJ, il est pas chauvin. Tout est nul. Non, parce qu'il y a les d'autres formations, projets, sauf tu les vois. nôtres. Voilà. Non, mais il y a d'autres projets qui utilisent le NFT de manière utile, c'est complètement différent de ce qu'on fait nous. Mais je pense qu'ils ont un vrai avenir, un vrai futur. Et puis voilà. Et qu'est-ce que vous pensez quand même de ce buzz-là, de tous ces influenceurs qui, du jour au lendemain, deviennent des experts de la crypto-monnaie, sortent des NFT justement visuels ou uniquement à caractère artistique et deviennent du jour au lendemain les nouveaux Picasso du NFT? Vous avez un avis, vous n'avez pas un avis, vous regardez de loin, vous en battez un peu les Je me couilles. dis qu'au final, si c'est juste pour vendre une image, en vrai, est-ce que c'est super intéressant que les mecs soient des cracks dans la crypto? Non, peut-être pas, parce que eux, ils ont vendu une image. Derrière, les gens qui investissent dedans, ils imaginent que ça va prendre de la valeur. Il y en a pour qui ça le fait, il y en a pour d'autres non. Voilà, moi, je pense plutôt c'est aux gens de s'éduquer pour acheter les bons NFT. Après qu'il y ait des gens qui à chaque fois qui se mettent dans des brèches ou qui surfent sur des vagues qui ont l'air cool à surfer, c'est normal. C'est normal et je pense que ça changera jamais ça. Dès qu'il y a une ouverture, une opportunité sur un business, eh ben il y a tous ceux qui ont faim qui vont s'y lancer. Après va falloir faire la part des choses. Donc sous-côté du coup pour nos amis de chez Bodytime et aussi sportifs qu'ils sont, ils ne sont pas surfeurs. Donc les amis, le PBC, le NFT aura bien un intérêt, une utilité. Il vous permettra de débloquer l'accès à toutes ces formations incroyables et surtout à votre carte de membre unique pour faire partie du meilleur business club au monde depuis la Grèce antique. Participez au jeu concours, les amis, pour gagner votre place. Si vous voulez rejoindre le PBC et ne pas attendre ce tirage de jeu concours, vous savez, forcez le destin. Achetez votre place, c'est juste en dessous. C'est disponible juste là. Merci beaucoup, Alex et PJ, de vous être pliés à notre exercice du sous-côté, sur-côté. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ouais, Bien sûr. Tu nous mets toujours dans des galères, mais on passe des bons moments. C'est avec grand plaisir
qu'on se retrouvera dans de prochaines galères, les amis. Si vous voulez plus de galères, dites-nous team PJ ou Alex Army. On va créer une galère autour de ça en fonction du nombre de personnes. Et puis, bien évidemment, prenez votre chance pour gagner 2000 € d'accès au business club le plus important, le meilleur du monde depuis la Grèce antique, je vous le rappelle. Alex PJ, merci beaucoup d'être venu participer à ce jeu. Merci Enzo. Merci à toi. Et puis, on se donne rendez-vous dans de prochaines galères. Merci les gars. Bon courage à vous. Ciao, Bonne à année. bientôt. Portez-vous Ciao. bien et tout ça. Ciao, ciao. Ciao.